Florence Dufournet. Elle me dit dans De quoi on va parler aujourd'hui? D'arrêter les traitements psychiatriques grâce à cette approche. Vous vous rendez compte la multitude de fruits, de légumes? Et vous me dites que demain, il faut que je mange plus que de la viande? Si vous avez un petit peu de ventre là, c'est de la résistance à l'insuline, il n'y a pas de problème. Maxime, il est passé de 111 kg à 82 kg. On a complètement renversé son syndrome métabolique. On parle de la viande rouge et du cancer colorectal, avec un risque relatif de plus 16%. Mais saviez-vous que l'insuline augmente le risque de tous les cancers, l'hyperinsulinisme, de plus de 100 à 700%? Je ne peux pas vous parler de moi sans vous parler de ma famille, puisqu'il m'accompagne, mon mari qui est ici présent et mon fils. On essaye aussi de pas être seulement des médecins avec mon mari, on essaye de diffuser l'information à beaucoup plus de personnes en faisant des formations en ligne. Si vous ne vous supplémentez pas, vous finissez avec des neuropathies périphériques irréversibles et vous allez voir mon mari en pleurant. Vous voulez voir les risques relatifs? Allez qu'on rigole. Bonjour à tous et merci Marion de m'avoir convié pour parler de ma pratique de psychiatrie métabolique. C'est vraiment avec joie que je viens là. Donc, docteur Florence Dufournet, je suis psychiatre spécialisée en médecine métabolique. Je suis spécialisée aussi en mindfulness, thérapie de pleine conscience. Et puis, j'ai une thèse de sciences en pharmacologie clinique, c'est l'étude du médicament chez l'homme. Et accessoirement, tu l'as dit, je suis une ancienne sage-femme, donc j'ai un petit peu un parcours tortueux. Et j'exerce actuellement en Andorre. Je travaille dans un centre, la Clinica Omega Zeta, qui est un centre de médecine intégrative qui regroupe des spécialistes qui ont la même vision de la médecine que mon mari et moi. Et donc, je ne peux pas vous parler de moi sans vous parler de ma famille, puisqu'il m'accompagne. Mon mari, qui est ici présent, et mon fils. C'est la première fois que mon fils vient assister à une de mes conférences. Et donc, à nos heures perdues, nous aimons randonner et pêcher dans les lacs d'altitude d'Andorre. Voilà pour les présentations. Alors, juste quand même pour terminer, tu as bien présenté mon mari, il est neurologue. Il travaille également à la Clinica Omega Zeta. Donc, je crois que tu as tout dit. Spécialisé, c'est lui, en fait, qui a initié notre pratique en médecine métabolique. Et c'est grâce à lui, si je fais de la psychiatrie métabolique, ça fait plus de 10 ans qu'il a cette démarche maintenant. Il peut paraître bizarre qu'un neurologue, et a fortiori une psychiatre, s'intéresse au métabolisme qui est représenté par le corps, les organes, alors que notre organe de prédilection, c'est le cerveau, cette boîte noire mystérieuse, responsable de fonctions cognitives telles que de fonctions complexes, telles que la cognition, la conscience, les émotions. Mais il y a quand même un lien très fort entre ce psychisme et ce soma, cet esprit et ce corps, via bien sûr l'interface du système nerveux central et périphérique dont s'occupe particulièrement mon mari. Donc le lien psychosomatique, tout le monde situe. Après, on peut l'objectiver aussi avec des mesures. On sait très bien, par exemple, qu'un trouble anxieux peut provoquer un syndrome de l'intestin irritable, donc une diarrhée motrice, ou peut provoquer une hypertension artérielle, que ce soit de façon chronique par une augmentation de la sécrétion du cortisol, ou que ce soit de façon aiguë, par l'effet blouse blanche, par exemple, quand on est un peu angoissé, quand on va chez le médecin. Mais ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est le lien inverse, c'est le lien somatopsychique. Comment, en fait, des symptômes du corps vont pouvoir retentir sur le psychisme, comment des troubles, dit autrement, comment des troubles du métabolisme de façon large vont créer, entretenir, aggraver des maladies psychiatriques telles que la dépression, telles que le TDAH, telles que la psychose et encore bien d'autres maladies psychiatriques. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui et voire même essayer d'envisager de diminuer, voire d'arrêter les traitements psychiatriques grâce à cette approche. Pour résumer, la psychiatrie conventionnelle, c'est une psychiatrie qui est symptomatique. Si vous n'avez pas de symptômes, on ne va pas s'intéresser à vous. Donc, il faut attendre qu'il y ait des symptômes, une souffrance, pour aller essayer de poser un diagnostic. La psychiatrie, c'est la seule spécialité médicale qui est subjective, c'est-à-dire que vous ressortez de ma consultation, c'est pas avec une prise de sang ou une imagerie que je vais pouvoir dire si vous êtes schizophrène. Donc, la psychiatrie conventionnelle, elle est symptomatique, elle est subjective, et puis, quand on fait pas de la psychothérapie, qu'on a un psychiatre de formation classique, eh bien, le seul outil qu'on a à notre disposition, ce sont les traitements médicamenteux, les fameux psychotropes. En gros, l'objectif unique va se centrer sur la modulation des neurotransmetteurs et diminuer les symptômes. Donc, on se fiche un petit peu de l'origine de ces symptômes. L'objectif, c'est de diminuer les symptômes. C'est quoi l'évolution à long terme? Eh bien, évidemment, comme on ne traite pas la cause, les symptômes vont revenir. Bien souvent, on est obligé d'augmenter les traitements, voire d'en mettre beaucoup. À comparer, on a la psychiatrie métabolique qui est peut-être diamétralement opposée, en fait, j'ai envie de dire. L'approche, elle est causale.
C'est-à-dire que vous venez me voir, si on ne fait pas un bilan sanguin, c'est pas en vous regardant dans les yeux que je vais pouvoir vous dire que vous avez une résistance à l'insuline. Alors, si, quand même, si vous avez un petit peu de ventre, là, c'est de la résistance à l'insuline, hein, il n'y a pas de problème. On va en parler en détail. Donc oui, il y a quand même des symptômes cliniques, hein, les symptômes de l'hypothyroïdie, ils sont assez francs. Mais je ne pourrai poser le diagnostic qu'avec une prise de sang. Donc il y a un diagnostic métabolique qui est axé sur le fonctionnement mitochondrial et plus généralement aussi sur le fonctionnement d'organes, dont l'objectif c'est de rétablir un bon fonctionnement d'organes. Le traitement, il n'y a pas de médicaments en fait, et oui, il va falloir bosser. C'est là où aussi ça peut être un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui, les patients qui viennent me voir, il faut qu'ils soient prêts à changer. Oui, j'ai pas de pilule magique. Alors, tout le monde en a marre des médicaments, mais quand je dis j'ai pas de pilule magique, là, ah oui, il va falloir faire des choses. Oui, mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et les résultats, moi, que j'ai personnellement avec ma pratique, que mon mari a, que Albert a, c'est que on diminue, voire on arrête les traitements en psychiatrie. Une façon différente de le dire, c'est que la psychiatrie métabolique, la psychiatrie classique, pardon, elle va s'occuper de la synapse, mais la psychiatrie métabolique, elle va aller un petit peu plus en arrière, elle va avoir une vision plus en grand angle, elle va faire tout le cerveau, toute la communication cérébrale. La psychiatrie métabolique, elle va avoir un trépied. Le carburant, évidemment, le carburant, c'est l'objet principal. Est-ce que vos cellules utilisent le bon carburant ou pas ? Parce que si elles n'utilisent pas le bon carburant, déjà, on démarre mal. Après, il va y avoir, est-ce qu'il y a le pilier de la toxicité ? Est-ce qu'il y a des agents qui viennent agresser vos cellules neuronales ? Et puis, le pilier de la trophicité, est-ce que vos cellules, elles sont suffisamment bien nourries pour reprendre l'analogie du carburant ? Est-ce que la voiture a bien l'huile pour que le moteur fonctionne bien, les vitamines, les minéraux, les acides aminés pour bien fonctionner? On peut globaliser pas que à la cellule neuronale, mais à toutes les cellules du corps et in fine, on a vraiment cette dualité entre une vision en gros plan de la psychiatrie classique, symptomatique, versus une vision en grand angle de la psychiatrie métabolique. Où on va prendre l'individu en entier et on va chercher les causes de ces anomalies métaboliques. Alors, comment ça se met en place concrètement, une prise en charge métabolique ? Eh bien, on a 3 axes pour le diagnostic. L'axe nutritionnel, donc oui, je vais vous poser des questions sur ce que vous mangez, à quelle heure vous mangez, comment vous mangez. Il n'y a pas de souci, on a un questionnaire qui prend généralement 30 à 45 minutes à remplir avant qu'on se rencontre. On a évidemment l'axe biologique, où là, je vais vous faire une prise de sang, prise d'urine, analyse de sel, enfin, analyse d'urine, analyse de sel, plus ou moins imagerie cérébrale. Et puis, les habitudes alimentaires, comment vous dormez, est-ce que vous pratiquez encore un des piliers d'Homo sapiens, l'activité sexuelle, est-ce que vous exposez au soleil ? Toutes ces choses-là. La prise en charge, évidemment, va découler de ces 3 piliers. Donc, pour l'aspect nutritionnel, c'est évidemment la thérapie métabolique cétogène, comme on l'appelle à l'international aujourd'hui, la KMT. Voilà. Si jamais vous voulez faire de la recherche biblio, il faut taper ce terme. Kétogénique métabolique thérapie. Au niveau biochimique, eh bien, on va pouvoir agir si on découvre au bilan des carences, si on découvre des hormonopénies d'origine thyroïdienne, d'origine des hormones stéroïdiennes, par exemple. Et puis, au niveau du lifestyle, évidemment, on va pouvoir agir sur certains aspects revisités de Gainsbourg. C'est pas Sea, Sex and Son, mais plutôt Sleep, Sex and Son, sans oublier le sport et la gestion du stress. Alors aujourd'hui, on se concentre sur l'aspect de la KMT et particulièrement du régime cétogène thérapeutique. Pour illustrer la psychiatrie métabolique, je vais vous présenter 2 cas cliniques comme Albert, Maxime, 34 ans, et Christine, 48 ans. Alors, selon la psychiatrie classique, Maxime, il rentre dans la case typique du trouble schizoaffectif. Début brutal, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, une bouffée délirante aiguë, hospitalisation sous contrainte pendant plusieurs mois, instauration de neuroleptiques, obésité. L'évolution, c'est il sort d'hospitalisation, mais lui, Maxime qui était en surpoids, là, il passe en obésité morbide à cause des neuroleptiques. Et puis ralentissement psychomoteur, parce que évidemment, les neuroleptiques, ça rend un petit peu zombie. Donc, il ne peut pas travailler. Il n'est plus dans la société, il est plus actif, il a la hache et il fait plus grand-chose de sa vie. À côté de ça, on a Christine, 48 ans. Alors, elle n'a pas vraiment de diagnostic psychiatrique. On ne sait pas trop. On lui a dit burn-out, on lui a dit fatigue chronique, mais on ne sait pas trop dans quelle case la mettre. Bon, toujours est-il qu'on a quand même essayé tous les médicaments de la psychiatrie. Actuellement, elle est sous plusieurs antidépresseurs et des anxiolytiques. Et puis, l'évolution, c'est que ça fait des années, voire des décennies maintenant,
qu'on augmente progressivement les traitements, qu'on en ajoute des nouveaux, et que sa fatigue persiste évidemment. Son anxiété s'aggrave et régulièrement elle fait des burn-out. Alors d'un point de vue métabolique, comment on présenterait ces patients? On va commencer par l'anthropométrie en fait. C'est pas anodin, Maxime, il a un IMC à 34,3, il fait 112 kg quand il vient me voir, un périmètre abdominal à 132 cm, donc un gros ventre on va dire. Et puis, il est totalement sédentaire, il reste chez lui, bien souvent derrière ses écrans d'ordinateur. Et bien sûr, il ne travaille pas. Christine, à contrario, c'est la femme mince, en fait, même maigre, avec un IMC à 17,9, un tour de taille de guêpe, dont tout le monde rêve. Hein. Et puis, c'est une grande sportive. Elle est adepte du marathon. Elle va dès qu'elle peut, elle participe à des marathons et elle court 3 à 4 fois par semaine, plusieurs heures, pour s'entraîner. Et puis bien sûr, elle travaille. Maxime et Christine, qui sont deux tableaux psychiatriques vraiment opposés. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment opposé, hein, psychiatrique et métabolique d'ailleurs. Maxime est un homme, Christine est une femme. Maxime est obèse, Christine est anorexique, on va dire. Maxime est sédentaire, Christine est sportive. Et puis d'un point de vue psychiatrique, Maxime rentre bien comme il faut dans la nosographie, comme on dit, psychiatrique, c'est-à-dire il rentre dans le diagnostic typique de schizoaffectif, d'un trouble schizoaffectif, versus Christine qui ne rentre pas dans la nosographie psychiatrique. On ne sait pas où la mettre. Elle rentre dans aucune case. Voilà, madame, vous êtes fatiguée, vous avez des burn-out. Eh bien, est-ce que quelque chose d'un point de vue métabolique pourrait finalement les rallier, ces deux patients? Bien sûr, vous en doutez, oui. Et ce quelque chose, ça s'appelle le syndrome métabolique. Ils ont tous les deux un syndrome métabolique lorsque je leur fais le bilan, plus des petites anomalies, mais je passe vite, sinon on va pas avoir le temps. Il va falloir qu'on parle, du coup, vous vous dites bien, du fameux syndrome métabolique, le SMET. Donc, je suis pas là pour vous faire un cours avec les critères exacts. De toute façon, ce serait inintéressant parce qu'en fait, ils évoluent constamment. Pourquoi? Parce qu'il faut bien s'adapter à la population qui est de plus en plus malade. Et donc, on change régulièrement les normes. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome métabolique, il va comporter plusieurs critères, dont le principal, le périmètre abdominal qui augmente, une glycémie à jeun qui augmente, des triglycérides qui augmentent, un HDL cholestérol qui chute, une pression artérielle qui augmente, entre autres. Quand on a des poignées d'amour, c'est toujours lié à un syndrome métabolique. Alors, on voit qu'on peut prendre en défaut ces poignées d'amour, parce que Christine, elle en a pas, elle. Et pourtant, elle a un syndrome métabolique. Donc, des fois, il faut aller plus loin que ces critères-là. Les vieux critères étaient beaucoup moins restrictifs que les critères d'aujourd'hui. On prenait en compte la ferritinémie et l'acide urique. Et en prenant ces critères, évidemment, je lui diagnostique le syndrome métabolique, il n'y a pas de problème. Qui dit syndrome métabolique dit que forcément, on va parler nutrition. Alors, la nutrition. La science où on ne connaît objectivement à peu près rien, mais où tout le monde a à peu près un avis bien tranché. Alors, pourquoi on ne connaît rien objectivement? Eh bien, pour ceux qui se sont intéressés au type d'études en recherche clinique, à la robustesse, celui qui a le plus haut niveau de preuve, évidemment, c'est l'essai clinique randomisé en double aveugle. C'est-à-dire que des personnes acceptent de participer à l'étude et on va les allouer un bras de façon aléatoire pour répartir les billets connus ou inconnus. Donc, des fois, il y a des gens, ils savent pas forcément qu'ils sont en train de développer un cancer, mais c'est pas grave parce que si on inclut suffisamment de personnes, on va répartir de façon aléatoire ce problème qui ne sera pas un problème pour l'objet d'étude. Et puis bien sûr, on va regarder une seule chose. Alors, il faut que le critère de jugement il soit objectif, mais par exemple, pour un antihypertenseur, on va aller mesurer la tension artérielle. Et bien sûr, on va essayer de le faire en aveugle. Donc, vous ne savez pas quelle couleur sera votre pilule. Et le médecin non plus. Bon, alors maintenant, essayez de faire ça en nutrition. Bon, déjà, l'aveugle, vous oubliez, parce que la différence entre un steak et un brocoli, c'est quand même facile à reconnaître. Et puis, je vous laisse imaginer la tête de vos participants si vous les allouez un groupe en leur disant ce qu'il va falloir qu'ils mangent tous les jours, pendant des semaines, voire plusieurs mois. Donc en fait, globalement, c'est impossible de faire des études de haut niveau de preuve en nutrition, point barre. Donc il faut se contenter des études épidémiologiques ultra biaisées. Et alors pourquoi tout le monde a un avis sur la question? Alors là, il va falloir que je vous parle juste un petit peu psychologie. Je vais vous parler du fameux WYSIATI. Le WYSIATI, c'est le What you see is all there is. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à voir. Et il n'y a rien d'autre. Donc je vous prends un exemple. Vous avez une diarrhée. Ah, aujourd'hui, j'ai une grosse diarrhée, voilà.
Ah bah tiens, hier j'ai mangé un aliment que je n'ai pas l'habitude de manger. Bon bah c'est QFD. C'est ce nouvel aliment, donc je peux le rayer définitivement de mon alimentation. What you see is all there is. C'est lui le responsable. Donc vous ne voyez que ça et vous omettez tout ce qui peut interagir avec le contexte. Votre état de fatigue, par exemple. Vous omettez le fait que ça fait plusieurs nuits que vous vous couchez tard, que vous dormez mal, que vous regardez des écrans, que vous consommez un peu plus d'alcool, que vous diminuez votre système immunitaire. Ça peut très bien être un virus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 3 jours, vous êtes allé dire bonjour à la voisine et à son petit bambin de 3 ans. Et vous savez tous que c'est des réservoirs à virus. Bref, c'est cet aliment que vous avez mangé hier, donc autant l'éliminer. Voilà. Donc c'est ça, le What you see is all there is. Et Daniel Kahneman et Amos Tversky sont les 2 personnes qui en ont parlé et qui ont, en gros, ce sont des personnes majeures dans l'étude des biais cognitifs pour la prise de décision en situation d'incertitude, et notamment appliquée au domaine de la finance. C'est pour ça qu'il a reçu un prix Nobel, Daniel Kahneman. On a son homologue dans le domaine des psychosocial, marketing et vente, Robert Cialdini, qui aussi étudie le même genre de biais cognitifs. Ces biais cognitifs, il va falloir s'en méfier. Ça me permet de faire la transition avec l'astronomie. La Lune fascine, et la Lune, on peut l'observer, tout le monde peut l'observer sur cette planète. Et donc on connaît très bien cette face de la Lune. Tout le monde voit la même, tout le monde. Sauf qu'il existe une face cachée de la Lune. Et oui, mais pour la voir, il faut ne pas être sur cette planète Terre. Donc nous n'avons jamais pu l'observer jusqu'à ce qu'on puisse envoyer des satellites pour aller voir cette face cachée de la Lune, puisque de la Terre, vous voyez bien, on la voit jamais du fait que c'est un satellite qui tourne autour de la Terre et qui ne tourne jamais sur lui-même. L'astronomie nous illustre très bien que on peut augmenter nos connaissances, les modifier par l'observation, par l'apprentissage de nouvelles connaissances, mais parfois même les remettre complètement en cause. Souvenez-vous, il y a un moment, on pensait que la Terre était plate. D'un point de vue Wysiati, c'est pas illogique. La plupart des gens sur cette planète, quand ils regardent l'horizon, il est plat. Donc, si l'horizon est plat, la Terre est plate. Wysiati, what you see is all there is. Donc, je m'arrête maintenant à vous dévoiler la face cachée de certaines affirmations en nutrition. Affirmations sans preuve, d'ailleurs, sans aucune preuve scientifique. Donc, une affirmation classique, le sucre est la source unique de carburant. Les protéines ont un rôle structural, les lipides ont un rôle de stockage et sont très dangereux, comme vous le savez. Bon, quelle est la face cachée de ces affirmations ? Saviez-vous que les glucides ne sont que le carburant de l'urgence et que le sucre encrasse, enflamme et carence ? Les protéines, à forte dose, ont un rôle énergétique défavorable puisqu'elles vont se désaminer, se transformer en sucre. Et puis, les lipides sont le carburant principal des cellules, en réalité. Si on va un petit peu plus loin en termes de biochimie, les lipides, quand ils sont brûlés, on va passer par la cétogénèse pour fabriquer des cétones, dont le corps cétonique prépondérant est le fameux BHB, bêta-hydroxybutyrate, que vous connaissez, plus de 80%. Si on passe sur la voie des glucides, on est 2 types de voies. Évidemment, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la voie des lipides passe par la mitochondrie obligatoirement. Le sucre, lui, il a 2 options. Soit il passe par la mitochondrie, soit il évite la mitochondrie, la glycolyse anaérobie, donc l'acidose lactique. Cette voie est très rapide, donc c'est le fameux fight or flight. Mais les réserves sont très faibles, donc on ne peut pas l'utiliser longtemps. Et puis les protéines, j'en parle 5 secondes, mais ce n'est pas un carburant. Les protéines n'ont pas de rôle de carburant, mais consommées en excès, elles vont se désaminer en sucre, donc on retombe sur la voie du sucre. Alors en termes de rendement énergétique maintenant, si on les compare, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, de par leur structure moléculaire, on voit que le BHB est plus petit que le glucose. Ça a un impact quand même, parce que comme quand ils passent tous les deux par la mitochondrie, le BHB, le gras est obligé de passer par la mitochondrie, on obtient 36 molécules d'ATP. Mais comme on part d'une molécule à 4 carbones au lieu d'une molécule à 6 carbones, eh bien, le rendement énergétique est 25 fois supérieur. Et alors maintenant, si je vous montre la voie de l'urgence, la glycolyse anaérobie, par la fermentation lactique, là, c'est juste catastrophique. 2 ATP pour la même molécule, donc là, vous divisez par 16 le rendement énergétique. Maintenant, en termes de propreté, eh bien, le carburant lipidique est un carburant propre, préférentiel pour les cellules, tandis que le carburant glucidique encrasse, fabrique beaucoup d'oxydation, consomme énormément de vitamines. Je ne vous parle même pas de la glycolyse anaérobique, qui là, c'est juste une explosion d'inflammation et on peut comparer ça à une décharge publique. Donc voilà ce qui concernait les macronutriments. Maintenant, quelle est la face cachée des micronutriments ? Alors la face visible, que tout le monde connaît, c'est les vitamines,
et les minéraux, mais surtout les vitamines, sont uniquement contenus dans les végétaux, évidemment, le fameux manger 5 fruits et légumes par jour, n'est-ce pas? Les fibres alimentaires sont essentielles pour un bon transit. Les apports journaliers en calcium sont de plus d'1 gramme, donc vous êtes bien obligé de manger des produits laitiers, hein, sinon comment vous obtiendrez ce gramme par jour? Et puis le sel, comme on l'a entendu ce matin, est dangereux et provoque de l'hypertension artérielle. Quelle est la face cachée de ces affirmations? Eh bien, saviez-vous que les vitamines sous forme végétale, pour la plupart, sont totalement inactives pour nous? D'où viennent ces recommandations nutritionnelles? Des États-Unis et notamment de l'USDA, United States Department of Agriculture. Génial! Donc le département qui gère le budget de l'agriculture, c'est lui qui va vous dire ce qu'il faut manger. Mais ça choque personne. Ensuite, les fibres alimentaires. Oui, saviez-vous que les fibres alimentaires avaient un effet extrêmement irritatif pour votre intestin et provoquent d'authentiques leaky gut, intestin perméable. Saviez-vous que au niveau des produits laitiers, enfin du calcium, là encore on est dans une manipulation marketing. Souvenez-vous Pierre Mendès France, qui distribuait le lait dans toutes les écoles pour éponger les excédents de production à l'époque. Voilà, c'est pareil que l'USDA. Et puis surtout, les produits laitiers sont extrêmement inflammatoires. Enfin, saviez-vous que le sel est absolument nécessaire à l'absorption de nombreuses vitamines, telles que la B5, la biotine, ou encore l'iode, qu'il a un rôle, on va dire, dans certaines autres voies, comme le maintien du stock de magnésium dans le corps, ou la production de l'acide gastrique, parce que c'est quoi l'acide gastrique? C'est HCl. Et il vient d'où le Cl? Il vient du NaCl, donc pas de sel, pas d'acide gastrique, et puis après vous allez vous plaindre que vous avez du reflux, quoi. Vous mangez pas assez de sel. Il y a 5 situations pour les vitamines. Je vous disais, les vitamines, la plupart, sont sous forme inactive au niveau végétal. Alors, les 2 premières situations, ça va. Donc, la première, c'est la forme est active, que ce soit végétal ou animal. Donc, du coup, c'est la même forme. Ça tombe bien. Bon, vitamine C, vitamine E. Et c'est tout. Après, on passe dans la forme qui s'active facilement. Ça veut dire sans effet secondaire. OK, on peut rapidement passer du végétal à l'animal. C'est le cas de la B1. Mais une fois qu'on a passé ces 2 états, c'est là où ça pose problème. Il y a les formes qui s'activent facilement avec des effets secondaires, comme la B6, qui va cramer tout votre stock de B2 pour être transformé. Un peu embêtant déjà. Et puis, beaucoup plus embêtant, les formes inactives, comme la B9. Vous savez que tout le monde connaît l'acide folique, n'est-ce pas? Moi aussi, j'en ai pris quand j'étais enceinte. J'étais encore dans le mainstream. J'ai bien respecté les recommandations. Mais ça tombe bien. Notre corps ne sait pas l'utiliser. Nous, ce qu'on utilise, c'est le méthyltétrahydrofolate. 4 transformations pour y arriver. Et on ne sait pas les faire. Donc en plus, on vous donne un truc que vous n'utilisez pas et qui reste dans le sang. C'est ça qui est génial, parce que quand on dose l'acide folique, enfin la B9 à des gens qui ont reçu de l'acide folique, ça a augmenté leur taux. Donc ça veut dire qu'en plus, ça reste. Donc ça reste dans le sang, ça tourne comme ça. Et puis enfin, la forme sans équivalent végétal que les végétariens connaissent bien, la B12, où là, si vous ne vous supplémentez pas, vous finissez avec des neuropathies périphériques irréversibles et vous allez voir mon mari en pleurant. Bon, une autre face cachée des minéraux, que je vous ai pas parlé, mais tant qu'à faire, je me suis dit qu'il fallait compléter un petit peu. Les produits laitiers. Oui, les produits laitiers sont bourrés de calcium. Mais le calcium, en excès, c'est toxique. Le calcium, ça va se déposer dans vos vaisseaux, faire des calcifications, et puis aller agresser vos organes, et peut-être même passer la barrière hémato-encéphalique, donc agresser votre cerveau. Et puis, pour éliminer ces quantités énormes de calcium, le rein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fonctionne plus. Donc, il faut qu'il élimine plus, et au passage, il va éliminer bien d'autres minéraux en éliminant ce calcium. Cuivre et magnésium. Le monde végétal est censé regorger de magnésium, mais il se trouve qu'il est sous forme non biodisponible. Bon, super. Et quant au cuivre, dans les végétaux, justement, il y en a beaucoup trop. Et le cuivre va avoir un effet, ce qu'on appelle antinutriment sur le zinc, qui n'est pas présent dans les végétaux et qui est présent dans les produits animaux. Donc en plus, vous mangez quasiment plus de produits animaux, mais le peu que vous mangez, ça sert à rien, le zinc il passe pas. Là, le cuivre, c'est un transport compétitif, donc le cuivre annule le zinc. Donc il a beau être dans votre intestin, vous n'en profitez pas. Et à moindre mesure, il y a un petit peu un effet aussi anti-nutriment sur le sélénium. Tout n'est pas noir, c'est-à-dire que si vous combinez 2 toxicités, parfois ça s'annule. Les végétariens d'aujourd'hui ne sont pas les végétariens d'hier. Les végétariens d'hier, c'était plutôt je mange tous les légumes, de la racine jusqu'à la pointe, tous les fruits, la rhubarbe, je la mange comme ça, toutes les fibres. Le pain plutôt, du pain de campagne.
Le végétarien d'aujourd'hui, c'est plus des graines germées, des oléagineux dans tous les sens, des pains complets avec des graines dans tous les sens, et puis tout type de fruits, et notamment des fruits exotiques. Donc ce qui se retrouve aujourd'hui, c'est une autre nouvelle toxicité, en fait, qui n'était pas prévue, qui était quasiment un peu présente quand même, hein, mais beaucoup moins, c'est celle de l'acide oxalique. Ça, c'est toxique. Ça, tout le monde le sait. Hein. On est tous d'accord. Génial. Bon, on en fait un petit peu trop, mais peu importe. Et bien là, les végétariens d'aujourd'hui, quand ils consomment beaucoup de produits laitiers, ils annulent en partie la toxicité de l'acide oxalique, puisque l'acide oxalique est un chélateur du calcium. Donc c'est pas mal, deux toxicités combinées. Ça permet de diminuer un petit peu la toxicité générale. Bon, après, il faut voir les autres types de toxicité. Alors, les fibres. Alors là, il y a beaucoup à dire sur les fibres alimentaires, végétales, pardon, j'entends. Donc, déjà, d'où c'est sorti cette affaire? Donc ça, c'est le docteur Burkitt, un chirurgien qui a voulu étudier les Maasai, puisque vous savez, les Maasai, ils sont en super bonne santé. Et qui s'est dit, tiens, ils font des selles différentes des nôtres, un peu plus liquides, qui ressemblent un peu plus à celles de la vache. Bon, peu importe. Je vais aller étudier ce qu'ils mangent. Ah, mais forcément, c'est les fibres alimentaires. Et puis, finalement, on découvre un composé assez intéressant lors de la fermentation qui se passe quand vous mangez des végétaux, plein de fibres. C'est le butyrate. Ah, et on découvre aussi que le butyrate provoque des effets inverses au syndrome métabolique. Réduit le syndrome métabolique, réduit la résistance à l'insuline. C'est génial. Manger des fibres. On est en plein dans le Wheezyati, là. Oui, what you see is all there is, hein, parce que l'acide butyrique, là, ou le butyrate, comme vous voulez, il n'aurait pas un petit cousin? Ah, le BHB. Mince alors. Ah oui, donc tous les carnivores qui produisent du BHB, en fait, ils en ont, hein. Donc pourquoi on irait manger des fibres, en fait? Alors là, deuxième point, j'ai vraiment un plaidoyer à charge pour les fibres, hein, vous allez voir. Mais cette hypocrisie-là, elle m'énerve particulièrement, surtout quand on cherche à diminuer une résistance à l'insuline, la fameuse cause du syndrome métabolique. C'est que l'hypocrisie qui consiste à dire « mais mangez des fibres ! Vous allez diminuer l'index glycémique de tout ce que vous mangez. » Mais le sucre, c'est le carburant de base ou pas, là? Faudrait savoir, parce qu'à un moment donné, je comprends pas. Si c'est le carburant normal de base, pourquoi on veut essayer de diminuer son absorption? Je comprends pas. Donc là, bourrez-vous de fibres, comme ça, on diminue l'absorption et vous pouvez manger, comme d'habitude, votre sucre. Il n'y a pas un truc un petit peu plus simple à faire en premier, comme arrêter de manger du sucre? Et puis alors, l'hypocrisie ultime, hein. La constipation, hein. Eh ben oui, les fibres, tout le monde le sait, ça. Vous êtes constipé, mais mangez des pruneaux d'Agen. Le psyllium, tout le monde connaît. Ah oui, c'est bon, ça, pour la constipation. L'huile de ricin qu'on donnait avant aux enfants pour qu'ils fassent des beaux caca. Et puis, le séné qu'on utilise dans les préparations coliques, notamment quand il n'y a pas le temps et qu'il faut faire vite. Là, il faut vite déboucher. Voilà. Mais quel est l'effet de ces laxatifs? Alors, je reviens juste sur les 3 types d'effets, quand même. 3 façons de régler une constipation. Les lubrifiants, comme la paraffine, là, on n'absorbe pas. L'objectif, c'est de lubrifier les conduits pour aider à faire glisser. Bon, au passage, quand vous prenez de la paraffine, vous prenez quand même pas mal de produits de l'industrie pétrolière. Deuxième effet, laxatif de l'Est. Donc, c'est un effet osmotique, ça vient aspirer l'eau, et au passage, beaucoup de minéraux. Ça vient gonfler les selles, les hydrater, pour les aider à faire leur chemin. Et puis enfin, troisième effet, c'est celui-là, celui, vous savez... où je suis un peu irrité de l'hypocrisie, c'est l'effet irritatif que vous avez en prenant, chaque fois que vous prenez des végétaux pour traiter votre constipation. Vous défoncez votre tube digestif. Vous l'irritez, vous l'enflammez, vous créez des leaky gut pour mieux aller à la selle. Il n'y aurait pas un truc un petit peu plus simple? Et si vous mangiez un petit peu plus de gras, vous éviteriez les produits pétroliers, et puis au passage, vous seriez peut-être en cétose à force. Dernier point sur la face cachée, d'abord la face visible, concerne les aliments. Le modèle SICO, calories in, calories out, ce que je prends égale ce que je brûle. Ce modèle a été vraiment mis en avant comme modèle ultra utile pour lutter contre l'épidémie d'obésité et de syndrome métabolique. Tellement utile que là, on a endigué, il n'y a plus d'obésité, hein, vous avez vu, plus de syndrome métabolique grâce à ça. Deuxième affirmation, la viande rouge, mais ça provoque des cancers colorectaux. Ah oui, évidemment les graisses animales et les maladies cardiovasculaires, mais bon, ça vous connaissez. Hein. Et enfin, je termine en beauté pour faire la transition sur le cétogène, pour savoir ce que vous mettez dans votre assiette, c'est les apports énergétiques quotidiens qui devraient être composés de 55% de glucides, évidemment. Donc, la face cachée de ces affirmations, quelle est-elle? Eh bien, le modèle SICO, savez-vous que l'insuline détourne totalement les calories? Donc, en fait, il est totalement inutile parce que vous n'allez pas les brûler, ces calories, elles vont être stockées. Alors, on parle
de la viande rouge et du cancer colorectal, avec un risque relatif de plus 16%. Mais saviez-vous que l'insuline augmente le risque de tous les cancers, l'hyperinsulinisme? Et pas de plus 16%, hein, de plus 200 à 700%. Ah, ça on vous le dit pas trop. Hein. Quant aux graisses animales, saviez-vous qu'elle repose, cette théorie, sur la théorie lipidique qui n'a aucun fondement scientifique? Pire que ça repose sur une étude frauduleuse. Et enfin, les apports énergétiques quotidiens, alors là, c'est le plus magique en fait. Parce que Homo sapiens, hein, on a à peu près, on peut remonter à 350 000 ans à peu près pour dater notre espèce. Et à cette époque-là, au Paléo, c'était une ère glaciaire. Hein. Donc, va falloir m'expliquer comment les bananiers y poussaient sur la banquise. Hein. Moi, je sais pas. Donc, où est-ce que nos ancêtres trouvaient leur sucre? On va vite sur le modèle SICO, qui repose sur la calorimétrie inventée par Lavoisier. C'est-à-dire que vous avez une quantité de calories qui rentre dans un système fermé inerte, vous le brûlez et ça donne une quantité d'énergie qui sort standard. Est-ce que ça marche pour le corps humain? Est-ce que le corps humain est un système inerte? Eh bien non. Donc, je prends un exemple. Vous prenez ce repas, salade de quinoa en entrée, pâte carbonara, le fromage, portion de fromage, et puis votre fruit habituel pour bien digérer. Vous savez, le what you see, le Wisiati, ça vous aide à digérer, vous avez remarqué ça. Bon, vous êtes à peu près entre 1300 et 1400 kilocalories. C'est un petit peu plus que d'habitude, mais bon, selon le modèle SICO, on s'en fiche. Il suffit d'aller courir un petit peu, là, vous allez sur la plage de Toulon, là, vous allez me faire un petit footing un peu plus long que d'habitude, et puis c'est bon. Eh bien non, quand vos calories vont rentrer dans votre corps, c'est comme si elles rentraient en plein centre de la ville de Toulon. Il y a des carrefours, des sens interdits, des priorités à droite, et puis des déviations. Et la principale déviation, quand on mange des glucides, c'est l'insuline. Alors comment ça marche? L'insuline, c'est comme une gare d'aiguillage. L'insuline, elle dit non, tu vas plutôt aller par là. Tu vas stocker des petites poignées d'amour. Donc, vous aurez beau faire ce que vous voulez, le modèle SICO, il marche pas. Et ça explique aussi pourquoi il faut arrêter de parler en calories. Alors, viande rouge et cancer colorectal, un plus 16%. Énorme. En plus, notre cerveau n'est pas vraiment fait pour raisonner comme ça. Donc, nous, on voit 16%, mais c'est énorme. Alors là, on va devoir faire un tout petit peu de mathématiques, mais promis, ça va bien se passer. Un risque commence à être significatif quand on multiplie par 2. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord. C'est-à-dire que je vais avoir 2 fois plus de risque de développer quelque chose si je fais ça. Bon, 2 fois, ok, ça nous parle. Mais quand on le transforme en risque relatif, ça donne quoi? Un risque x 2. Ça donne un risque relatif de plus 100%. Donc vous êtes bien gentil là avec votre viande rouge et votre cancer colorectal. Bon, en plus, j'ai même pas parlé des biais épidémiologiques. Hein. Parce que à l'époque où on faisait ces études-là, ou même encore aujourd'hui, comme il faut être timbré pour manger de la viande rouge, vous pensez bien que tous ceux qui en mangent, qui rentrent dans ces études où on leur pose des questions déjà, il faut qu'ils se souviennent de ce qu'ils mangeaient, mais c'est des gens qui en ont mais rien à faire des recommandations. Donc probablement que c'est des gens aussi qui se droguent, qui boivent, enfin j'en sais rien, mais bon, à part nous, hein, parce que on est entre nous là et vous allez comprendre que le cétogène c'est bien, mais c'est quand même tout récent hein, que le cétogène prennent autant d'ampleur. Vous multipliez par 1,16 votre risque. Ok? Alors on va parler de vrai risque maintenant. Si vous avez un allèle ApoE4, quel est le risque de développer une maladie d'Alzheimer et d'aller voir mon mari? Si vous en avez 2, c'est quoi le risque? Si vous fumez, c'est quoi le risque de développer un cancer du poumon? Vous voulez voir les risques relatifs? Hein? Allez qu'on rigole. Plus 400%, plus 900%, plus 1400%. Si vous avez un allèle ApoE4, vous avez 5 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Si vous fumez, vous avez 10 fois plus de risque de développer un cancer du poumon que quelqu'un qui ne fume pas. Si vous avez 2 allèles ApoE4, vous avez 15 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Bon, ça, c'est des risques, d'accord? Et l'insuline, parce que je vous ai dit, là, si vous vous souvenez que vous êtes un petit peu en cétogène, vous n'êtes pas trop fatigué, ou vous avez pris suffisamment de café, le risque relatif de l'insuline sur tous les cancers par rapport à la viande rouge, 200 à 700%. Hein. Donc, autrement dit, vous avez 3 à 8 fois plus de chances de développer n'importe quel cancer quand vous avez un hyperinsulinisme, donc un syndrome métabolique. Donc, il va peut-être falloir s'en occuper de votre syndrome métabolique, vous ne pensez pas? D'où ça vient ça? Ça vient de cet homme, Ansel Keys. Le Times a très bien résumé, cette phrase est magnifique. L'homme qui a dit à l'Amérique ce qu'il fallait qu'elle mange. Donc, c'est l'homme qui a diabolisé le cholestérol. Et son étude Princeps, la Seven Country Studies, je m'arrêterai là, est tout simplement une fraude. Il a fraudé, hein. C'est-à-dire qu'il a pris tous les pays et puis il a pris que ceux qui l'intéressaient pour pouvoir montrer
que le cholestérol, c'était lui l'homme à abattre. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous me faites le plaisir, en sortant de cette masterclass, vous commandez le livre de Nina Teicholz, il est en français, un petit peu mal traduit, mais globalement, on comprend quand même tout, pour aller mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, la dernière, pour savoir ce qu'on met dans l'assiette, parce que bon, une fois qu'on a compris les fausses croyances, les faces cachées de la Lune, après, c'est facile. En fait, c'est du bon sens. Et c'est ça qu'il faudrait que vous retrouviez. On trouve tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, vous savez quoi ? Du bon sens. Est-ce que nos ancêtres au Paléo, ils avaient accès à ce truc ? Déjà, rien que juste cette question-là. Il aurait fallu qu'on prévienne nos ancêtres quand même. Il y a 350 000 ans, enfin depuis 350 000 ans, parce que l'agriculture, elle a que 3 000 ans. Hein. Il aurait fallu qu'on leur dise qu'il fallait manger 55% de glucides pour être en bonne santé, parce que les pauvres, ils savaient pas. Et en plus, à leur époque, ils risquaient pas de manger 55% de glucides. Hein. C'était des carnivores obligatoires. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les paléo-anthropologues. Je fais de la bien meilleure médecine depuis que je vais voir ce que disent les paléo-anthropologues au lieu d'aller voir ce que disent mes professeurs de médecine. Et ils sont formels, même s'ils sont végétariens, parce que vous le savez bien, le courant universitaire, bien souvent, est végétarien. Mais ils sont formels quand même. Homo sapiens, c'est une espèce carnivore obligatoire, virgule, omnivore facultatif. Et pas végétarien facultatif. Hein. Donc, nos ancêtres mangeaient des produits animaux et ne mangeaient que ça à une époque d'ère glaciaire, comme je vous l'ai dit. Ils étaient bien sûr à moins de 5% de glucides. Tandis qu'aujourd'hui, bah oui, le climat a légèrement changé. Alors, on veut nous faire croire que c'est Homo sapiens, ça, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on va vers un réchauffement climatique. Que Homo sapiens sache fabriquer les smartphones ou pas, que soi-disant, c'est nous qui détruisons la planète, de toute façon, on y va. Et la vraie question, c'est que notre espèce est née d'une impasse évolutionniste au froid. Nous sommes une espèce du froid. Et la question, c'est, nous ne savons pas si nous allons pouvoir survivre à ce réchauffement climatique. La planète, 6 milliards d'années, elle l'a déjà connu, ce réchauffement climatique, mais nous, on n'était pas là. Donc ça, c'est un problème d'après-demain, on est d'accord, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Et donc, déjà, le climat a changé. Donc en effet, dans les tropiques, il y a beaucoup de fruits sucrés presque toute l'année. Et puis surtout, Homo sapiens, hein, ingénieurs que nous sommes, Homo sapiens a réussi à faire pousser des bonbons dans les arbres. Et on appelle ça des fruits, exactement. C'est bon, vous suivez, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe de moins de 5% de glucides à plus de 55% de glucides ? L'explosion de ce fameux syndrome métabolique. Donc, parlons-en. Quelles sont les origines du mal ? Ou plutôt, quelle est l'origine unique de tous ces maux ? Parce que le syndrome métabolique est à l'origine d'énormément de maladies modernes, évidemment. Est-ce que c'est l'alimentation fast-food ? Eh bien non. Puisque les gens qui ne mangent pas fast-food ont les mêmes problèmes métaboliques que ceux qui mangent fast-food. C'est l'alimentation ultra transformée, vous savez, là, le traiteur, la charcuterie, les croissants. Eh bien non, puisque ceux qui ne mangent pas ultra transformés ont les mêmes problèmes que ceux qui le font. Ah bah alors c'est l'association gras plus sucre, vous savez, cette bombe ? Toujours pas. Ceux qui ne font pas cette association-là. Regardez Christine, vous croyez qu'elle fait cette association-là avec sa taille de guêpe ? Certainement pas. Est-ce que ce serait pas l'alimentation tout court ? L'alimentation tout court d'aujourd'hui, que vous prenez soin, achetez des produits bruts, que vous cuisinez vous-même, le régime méditerranéen, c'est tout ça qui est toxique, là, cette fameuse pyramide, à cause du ratio lipides sur glucides qui frôle le 0, à cause de cette graissophobie, de cette cholestérophobie, de cette carnophobie. Évidemment, comme pour tout à l'heure, l'USDA, les recommandations émanent de l'American Heart Association et évidemment sont allègrement financées, ça c'est de notoriété publique, par l'industrie du sucre. Alors docteur, c'est bien gentil là, mais qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour être en cétose ? Donc vous l'avez compris, la thérapie métabolique cétogénique, c'est la cétose, c'est cette voie-là qui fabrique le fameux BHB. Mais ce BHB est totalement inhibé en présence d'insuline. Mais docteur, qu'est-ce qui stimule l'insuline suffisamment pour arrêter la production de BHD ? Eh bien, plus de 10 grammes de glucides dans votre assiette. C'est quoi, plus de 10 grammes de glucides dans votre assiette ? C'est une tranche de pain, c'est une petite portion de penne, c'est une part de quiche, une salade de taboulé, c'est votre frite, même s'il y a de la viande, c'est la salade niçoise, c'est la part de pizza, c'est le plateau de fromage, c'est votre joli petit fruit que vous prenez à chaque fois, à chaque repas pour bien digérer. Non mais alors, docteur, là, vous avez tout enlevé. Qu'est-ce que je mets du coup dans mon assiette pour manger et être en cétose ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette ? Des bons produits animaux, et notamment des ruminants, de la viande rouge, quoi. Non mais là, vous déconnez, docteur. Par rapport au monde végétal, c'est pas assez varié. Vous vous rendez compte, la multitude de fruits, de légumes. On nous a dit toute notre vie qu'il fallait manger varié. Et vous me dites que demain, il faut que je mange
plus de la viande? Ah, donc manger un produit animal, ça se résume à manger de la viande. Eh bien non. Nose to tail, du nez à la queue. Vous allez manger cet animal du nez à la queue. C'est comme ça qu'ils faisaient nos ancêtres, vous croyez quoi? Et puis les chasseurs, c'était eux les privilégiés. C'était eux qui devaient manger le cœur, le foie, le rein, le cerveau. Voilà. Donc s'ils faisaient ça, alors nous aujourd'hui ça nous dégoûte complètement. Et puis en plus, vous êtes gentils, un bout de viande. Donc on compare tous les légumes à un bout de viande. Et puis bien sûr les abats qu'on ne mange plus aujourd'hui, mais si vous voulez retrouver vos micronutriments, va bien falloir s'y coller un jour quand même. Donc oui, le régime cétogène, c'est ça, mais on n'est pas quand même psychorigide avec mon mari, on propose un régime cétogène carnivore flexible, KCF. Et donc oui, si vous choisissez bien vos végétaux, que vous n'en mangez pas en grande quantité, oui, vous resterez en cétogène, puisque la norme en général, c'est que les légumes et pas les légumineuses contiennent moins de 5% de glucides, mais je pense que c'est plus tout à fait vrai, c'est notre expérience personnelle aujourd'hui. Quand je fais de la courge en butternut, juste comme ça, en crème, sans rien d'autre, eh bien, ça casse facilement la cétose. Donc aujourd'hui, Homo sapiens augmente les glucides dans à peu près tout. Il va falloir bien les choisir pour la toxicité des végétaux, ça, j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais aussi pour les glucides. Et puis évidemment, il va falloir me manger ça. Vous savez là, votre graissophobie. Pas n'importe quelle graisse, hein. Parce que la seule graisse qui sert de carburant, c'est les graisses saturées. Mais les graisses végétales, ce sont des polyinsaturés et ça ne sert pas de carburant. Alors ça sert un petit peu au niveau structural, mais un tout petit peu. Aujourd'hui, on en mange des caisses. Alors pourquoi on dit de manger plus d'oméga 3? Parce qu'on mange trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et on pense que comme ça, on va rétablir une balance. Mais n'empêche que tant que vous mangez vos oméga 6, là, vos oléagineux, vos huiles végétales, ça va pas le faire. Donc non, il faut manger du beurre, du ghee. Qu'est-ce que j'ai là? De la graisse sous-cutanée. Alors oui, j'ai mis la mayo parce qu'on est flexible. Donc la mayo, pas tous les jours, c'est à base d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est celle qu'on garde, et pas tous les jours, et pas en grande quantité. Mais par exemple, pour manger les crevettes, c'est super bon ça. Donc vous l'avez compris, pour être en cétose, on peut quand même faire un éventail du tout animal au tout végétal, mais in fine, c'est pas ce que vous mangez qui va définir si vous êtes en cétose ou pas. Absolument pas. C'est ce qu'on va mesurer. La cétose est une définition biochimique, médicale, d'accord? Tant qu'on n'est pas allé mesurer ces fameux corps cétoniques, les BHB, la mesure de gauche à chaque fois, eh bien, je ne peux pas dire si vous êtes en cétose. Et des fois, j'ai des patients qui viennent me voir, ça fait 1 an qu'ils sont en cétogène, qui disent « Mais il marche pas le cétogène !» Quelles sont vos valeurs? J'en sais rien, docteur, mais je mange ça. Non, je veux pas savoir ce que vous mangez. Je veux savoir vos valeurs. Donc, si vous voulez vous coller au cétogène, va falloir me faire l'effort d'acheter ces lecteurs. Ils valent vraiment pas cher. Et vous pouvez, sauf si vous préférez aller au laboratoire, mais là, va falloir y aller tous les 4 matins, ça coûte un peu plus cher. Donc, nous, avec mon mari, on se moniteur depuis 2019, tous les matins. Ça se passe très bien. 0,6 de cétose, ce n'est pas la cétose. Tant qu'on n'est pas au-dessus de 0,7, donc à 0,8 minimum, on n'est pas en cétose. Et si on veut être en cétose thérapeutique, bien souvent en psychiatrie, il faut que vous soyez à plus de 2,0. Et si je peux terminer cette présentation en revenant sur mes fameux 2 petits patients et sur leur évolution, qu'est-ce que leur a apporté la prise en charge métabolique? Eh bien, ils ont eu 2 façons différentes de faire le cétogène. C'est pour ça que je les ai choisis aussi. Maxime, lui, il a adoré le concept de manger de la viande. Donc lui, il est carrément passé en kéto-carnivore. Ah, les végétaux, il n'y en avait plus. Il a viré tous les végétaux. Moi, je m'adapte, et très bien. Ça me convient très bien. Christine, en revanche, elle était encore un petit peu graissophobe, cholestérolophobe et carnophobe. Donc, elle a essayé de m'introduire la viande rouge sous forme de steak haché archi cuit. Elle a gardé sa caisse de produits laitiers avec le kéfir et ses fromages. Elle n'arrivait pas à se passer, vous savez, le pain. Mais docteur, comment je remplace le pain? Donc, elle a trouvé une solution. Elle me fait des galettes d'omelette, là, pour mimer le pain. Voilà. Donc, elle me faisait des galettes d'omelette. Et puis, surtout, elle avait ses graines dans tous les sens. Là, elle avait gardé ses oléagineux. Alors, c'était quoi le résultat? Eh bien, Maxime, lui, il avait des taux de BHB moyens à 2,5 et il montait même plus haut à 3,5, 4. Tandis que Christine n'a jamais réussi à être en cétose. Elle stagnait à 0,7, péniblement elle arrivait à 1,0. Alors, pour terminer sur l'évolution de Maxime, puisque lui, quand même, il m'a fait très vite des très bons taux de BHB, en maintenant ça, là, en 3 mois, il a perdu quasiment 30 kilos. Je vous jure, si je vous le présente, et c'est arrivé cette année, je suis trop heureuse. Parce que j'avais pas de patient aussi magnifique à vous présenter. Là, c'est le cas.
Donc, Maxime, il est passé de 111 kg à 82 kg. On a complètement renversé son syndrome métabolique, sa stéatose hépatique, le début de son insuffisance rénale, et il a divisé par 2 son antipsychotique, et on est quasiment en train de l'arrêter actuellement. Alors, quelle est l'évolution de Christine ? Christine, on était un peu plus embêtés aussi parce que Christine, elle était anorexique en fait, avec un poids à 44 kg et un IMC à 17,9. Et en fait, c'est les patients les plus difficiles pour moi aujourd'hui en psychiatrie métabolique parce que ils sont quasiment tout le temps en crise énergétique cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est la crise énergétique cellulaire ? La mitochondrie ne fonctionne plus parce que vous lui donnez pas ses vitamines, en gros, pour aller plus vite. Ça a été découvert dans le cancer et la conséquence, c'est que vous ne pouvez plus utiliser la voie de la mitochondrie. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme alternative ? Uniquement la voie de la fermentation lactique. 2 ATP, rappelez-vous. Donc, vous divisez par 16 le rendement énergétique. Donc, elle peut être fatiguée, la Christine, hein, avec un rendement énergétique divisé par 16 depuis toutes ces années. Donc, c'est ça la crise énergétique cellulaire. Donc, pour l'aider, on est allé sur une supplémentation vitamino-acido-minérale intense et assez prolongée. On l'a supplémentée en hormones, en pro-hormones, parce qu'évidemment, avec sa cholestérophobie, elle mangeait plus de cholestérol. Et puis, on a été obligé de la supplémenter aussi en hormones stéroïdiennes, parce que qui dit pas de cholestérol ? Les hormones stéroïdes, vous croyez que ça vient d'où, stéroïdes ? Du cholestérol. Pas de cholestérol, pas d'hormones stéroïdes, hein. Et puis, accessoirement, elle avait une hypothyroïdie aussi, donc je l'ai supplémentée parce que ça aussi, c'est un frein pour atteindre des bons taux de BHB. Donc, en faisant tout ça, ça a pris beaucoup plus de temps, vous voyez, quasiment 1 an. En 10 mois, elle a réussi à atteindre des taux de BHB moyens à 1,5. C'est quand même pas les taux de Maxime, hein, vous voyez. Bon, elle a troqué aussi le steak haché archi-cuit pour de l'agneau et elle a mangé plus de beurre. Mais c'était pas encore le régime de Maxime. Hein, oui. Au niveau des diagnostics métaboliques, Maxime, on lui a diagnostiqué un syndrome métabolique, exactement comme Christine, plus une stéatose hépatique, une insuffisance rénale débutante et une hyperandrogénie et d'autres choses que nous avons résolues. Et il est en train d'arrêter totalement son traitement psychiatrique. Et Christine, syndrome métabolique, hypothyroïdie, carence en tout genre, intoxication aux phytopesticides, parce qu'évidemment, les oléagineux, c'est bourré d'acide oxalique. Ah oui, alors là, c'était collector chez Christine. Et ça a été plus long, à cause de la crise énergétique cellulaire, mais on a résolu son syndrome métabolique, on a diminué sa fatigue. Donc, si je vais conclure, les symptômes, on a 2 tableaux complètement différents au niveau psychiatrique, des profils complètement différents au niveau métabolique, mais une souffrance métabolique d'organes en général et une souffrance métabolique du cerveau en particulier chez ces 2 patients. On boucle la boucle du somatopsychique avec la mitochondrie au cœur de cette théorie qui est très bien décrite par Christopher Palmer dans son livre Brain Energy. On essaye aussi de pas être seulement des médecins avec mon mari, on essaye de diffuser l'information à beaucoup plus de personnes en faisant des formations en ligne sur comment faire du kétocarniflex, ce dont je vous ai parlé dans la présentation, vous aider pour l'introduire, comprendre comment ça marche, pour le faire peut-être plus facilement, plus rapidement. Sur notre site espritpaleo.com, vous la trouverez. Donc, on a fait ça sur un format ludique avec plein de vidéos. On vous a fait quand même des fiches pour que vous puissiez orienter en fonction de votre problématique parce que vous avez vu, il y a plusieurs façons de formuler un cétogène et il y a aussi plusieurs façons de le formuler en fonction de votre problématique clinique. Maxime, c'était du gras qu'il avait à perdre. Il y a des gens qui veulent prendre du muscle. Il y a des gens qui veulent faire une alimentation qui ne serait pas inflammatoire parce qu'ils ont une problématique auto-immune, etc. Donc, on a fait des espèces de protocoles pour vous guider dans cette voie-là. Et puis bon, comme on a essayé de mettre les bouchées doubles et que là, normalement, elles sortaient qu'en janvier, on a prévu des updates avec des fiches de cuisine pour, vous savez, manger nose to tail. Donc là, c'est une magnifique recette d'animel en persillade. N'est-ce pas, Florent ? Tu es invité à venir manger chez nous, si tu viens d'Andorre. Et puis un tableau Excel pour vous aider dans le suivi, le calcul des macros. Donc, sinon, vous pouvez nous retrouver en Andorre, en physique, en téléconsultation sur notre chaîne. Et donc, vous pouvez aller sur notre chaîne Les Docteurs du Fournet. Et sinon, vous pouvez venir nous voir en Andorre. On vous fera déguster les fameuses truites qu'on a pêchées. Je vous remercie pour votre attention.